Donc on va faire un retour rapide des 3 ateliers qui ont eu lieu hier matin. Et donc on va commencer par la structuration audiovisuelle, des services audiovisuels dans l'ESR. Moi je vais me lever, je serai plus à l'aise. Donc il y avait 3 sous-ateliers. Donc vous avez travaillé sur identifier les modèles organisationnels. Ouais, j'étais avec Diego hier soir, c'est pour ça. En place, en place dans les universités, comparer les pratiques, moyens humains, techniques et financiers, et aussi les enjeux stratégiques et leviers d'action. Donc une première partie qui était un peu structurelle et une autre partie un peu plus fonctionnelle en fait sur la place des services dans les universités. Donc les collègues ont travaillé sur des échanges en fait. Globalement, qu'est-ce que j'allais dire? Mais non, ce qui a été vachement intéressant, moi je vais faire une conclusion rapide là-dessus, mais ce qui a été vachement intéressant lors de ces ateliers, c'est que les collègues ils ont échangé entre eux quoi, et ils avaient besoin de parler, de dire nous, moi je travaille comme ça, moi aussi, et toi non, moi je suis là, mais moi je préfère ça, et on avait du mal à les arrêter en fait. Ils sont partis, ils ont parlé, ils ont échangé sur leurs pratiques, et on a trouvé ça hyper intéressant. Que en fait le job était déjà fait en fait parce qu'on a créé une sorte de moment un peu je vais pas dire informel, mais c'était du formel dans de l'informel, et voilà, ça a créé des contacts, et le job était fait quoi en fait. Donc par rapport aux structurations et on va dire les dépendances hiérarchiques, il y a autant de structures que d'établissements, et on retrouve que souvent les collègues sont placés dans des directions qui correspondent à leur mission. On ne va pas inventer ça, mais bon, ceux qui sont dans de la com, ils font essentiellement de la com. Ceux qui sont dans des directions de formation, ils sont avec des ingénieurs pédagogiques, ils font beaucoup de vidéos pédagogiques et moins d'institutionnels, on va dire. Donc voilà, c'est ce qui ressort en fait de ces modèles d'organisation. Voilà. Par rapport aux pratiques moyens humains techniques, alors c'est très hétérogène encore. En gros, ça allait de mémoire, je prends même pas mes notes, de 4 à 25 personnes dans un service. Et ce qu'il y a, c'est que c'est même pas en relation avec le nombre d'étudiants, à la taille de l'université. Donc c'est Paris Cité, je crois. Ils ont un peu plus de 80 000 étudiants, ils sont 25. À l'UT de Tours, 30 000 étudiants, ils sont 25 aussi. Et ce qui joue là sur le nombre d'audiovisualistes dans les établissements, c'est quand il y en a beaucoup, c'est qu'il y a un service central et des services dans les composantes en fait. C'est éclaté sur l'ensemble de l'établissement. Et c'est là qu'on va retrouver les plus gros services par rapport à l'état des lieux des gens qui étaient là, quoi. Le snapshot qui s'était fait sur la table qu'on avait. On n'avait pas le panel de l'ensemble des universités, quoi. Mais ce qui ressortait des gens, c'était ça. Et après, les petits services, c'était souvent quand on est seul dans une direction ou des choses comme ça, quoi. Et en termes d'équipement, globalement, tout le monde a des équipements, du studio, du matériel plus ou moins intéressant, mais globalement, tout le monde a au moins un studio comme outil de travail et du matériel de captation. Bon, il y a des établissements qui sont très sous-dotés, où ils n'ont pas beaucoup de moyens de captation, mais bon, globalement, équipés. Et donc, s'ils n'ont pas beaucoup de budget, ils peuvent investir sur des unités de tournage smartphone et travailler avec leur direction là-dessus. Alors, enjeu stratégique. Comment valoriser le rôle des services audiovisuels dans les stratégies de l'établissement? En fait, c'est souvent le retour, c'est un manque de visibilité en fait, des services et de connaissance des métiers par rapport aux décideurs. Donc, la place des projets numériques événementiels, les collègues ils se plaignaient aussi de ne pas être vraiment en amont des projets. Globalement, où on nous appelle à la fin où il y a un colloque, on nous appelle 2 jours avant, et non, il faudra le filmer. Alors que le colloque, ça fait 6 mois qu'ils le préparent, ils ont déjà réservé la salle, le traiteur et tout, et en gros, le service arrivé audiovisuel est sur la fin. Et donc, voilà, c'est un manque de reconnaissance des métiers. Et
Et aussi, il y a un manque de réseaux régionaux. Donc à Lyon, ils ont leur réseau régional d'audiovisualistes et que ça manquait un peu peut-être pour fédérer et échanger sur nos pratiques au niveau régional et pas national. Et donc et l'interopérabilité avec les services. Des SI, des NUMCOM, en fait, ça remontait souvent que c'était surtout les chefs de service, en fait. Donc après, bon, il faut qu'il y ait une restitution des chefs de service pour ces services, mais peut-être que, est-ce que ce serait pas utile de mettre aussi que les agents, en fait, se retrouvent et échangent sur leurs pratiques pour faire naître des choses au niveau des établissements. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est très synthétique. On va essayer de retravailler sur un retour plus concis avec les collègues et certainement que ça donnera lieu à un groupe de travail en fait pour un travail plus de fond et une enquête auprès des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Non, c'est parce que je voulais te parler. C'est toi maintenant. Bravo Ronan. Donc moi je vais faire un retour rapide sur la budgétisation. Ouais, c'est vrai, on se fait avoir. C'est parce qu'on aime bien se regarder avec Ronan dans les yeux. Sur la budgétisation des productions audiovisuelles. Vas-y, enchaîne. Hein. Donc en fait, concrètement, on est bien tous d'accord pour dire que notre métier, c'est quand même de faire des films et que d'avoir un budget pour les faire et que c'est pas non plus une sélection de priorisation, de choix de faire ou pas un projet. L'idée, c'était plutôt de se dire comment on fait. Alors, j'ai mis projet de recherche, mais il y a aussi les projets logiques, quoi. Ça marche plus. Pardon, sur des appels à projets ou genre de choses, comment on arrive à justifier le coût humain et matériel sur le projet. Évidemment, on n'est pas là pour faire de la publicité sur nos prestations, aller chercher des clients, hein, bien évidemment. Je pense que là, tout le monde était d'accord là-dessus et que c'était évident qu'il y a mais ça, on verra plus tard comment évoluent les budgets universitaires et ce qu'on demandera plus tard pour peut-être justifier des postes et ce genre de choses. Et que les prestations extérieures se font à quasi totalité avec des partenaires universitaires. Des fois, les partenaires sont un peu flous parce que ça passe par un enseignant-chercheur qui fait partie d'un consortium, ou en tout cas ses études, où il peut travailler avec des entreprises privées ou ce genre de choses. Donc on est des fois un peu border là-dessus. C'est quand même très peu de cas, et que finalement, ces budgets qui sont proposés aux partenaires universitaires sont quand même très peu nombreux par an, quoi. C'est-à-dire c'est 3-4 projets par an dans la valeur haute, en tout cas des gens qui étaient présents. Ce travail et donc il y avait aussi la volonté, de la budgétisation aussi, de rendre compte aux usagers le coût d'une création de vidéo en interne, quoi, pour éviter notamment de se dire bon, on fait une vidéo un jour avant on nous demande une vidéo un jour avant la presta, de la conf, et on leur dit bon non, mais en fait ça permet de savoir le coût qui est souvent en plus très faible par rapport à ce qui peut être pratique on est d'accord, ou des prestations privées. Donc comment on budgétise? C'est un travail quand même avec le service juridique, généralement la DPE, direction du pilotage et de l'évaluation, les RH aussi. À Angers, on a un tableau. En fait, l'idée, c'est que là, on se partage un peu tous nos éléments de budgétisation, et qu'on puisse, on va ouvrir un groupe de travail en fait, pour permettre à tout le monde d'avoir un peu accès à ce qui a été fait ailleurs,
et pouvoir uniformiser un peu le maximum. On n'a pas tous le même matériel. Est-ce que c'est des TEC, des ASI, des IGE? Enfin, il y a toute une tarification qui sera de toute façon plus personnelle. Et ces budgets sont validés en CA des établissements. Voilà. Les points de vigilance, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. L'idée c'est que qu'il y ait un financement ou pas de financement, enfin que ça soit un choix de faire ou non les projets. Je le répète, mission de faire des films, hein, donc le but c'est quand même que les films soient faits, peu importe qu'il y ait un financement ou pas. Mais ces financements peuvent aussi permettre de récupérer un peu d'argent soit dans le pot commun ou pour le service d'achat de matériel. Hein. C'est pas des sommes folles. Hein. Généralement, on est autour de 2 000 à 3 000 euros récupérés pour un film de recherche ou un film plus long. Donc voilà, l'objectif, ça ne permettra pas de faire vivre un service, de faire ces prestations, mais au moins ça évite sur des financements ANR ou de projets de ne pas perdre cet argent ou de permettre à l'enseignant-chercheur ou à l'équipe pédagogique de faire un film pour lequel il n'aurait pas pu le réaliser ou quelque chose de moins important avec les sommes engagées, quoi. Et puis voilà, les partenaires parfois un peu flous, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les enseignants-chercheurs qui ont des fois des... bon voilà, je ne sais pas quel terme employer pour que ça soit politiquement correct, mais voilà, éthiquement, voilà, où c'est un peu border des fois entre l'enseignement et l'intérêt de la boîte qui participe aussi des fois à l'enseignement et des fois il y a des films qui sont faits un peu film de com pour la boîte et pas finalement film pédagogique, quoi. Voilà, donc on va ouvrir une page sur le site là, pour partager un peu tous ces documents dans un premier temps. Et je pense que ce travail qui sera abouti, on l'intégrera à la page des typologies. Voilà, pour continuer un peu ce travail et permettre de partager un peu tous ces documents. Voilà. C'est moi qui vais terminer avec le 3e groupe de travail, qui va être monté aussi. Du coup, voilà, est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, plus sérieusement, ça a été assez rapide parce qu'évidemment, comme on n'a pas eu beaucoup de temps, puisqu'il tout avait pris un peu de retard, donc on n'a pas fait de restitution en atelier sur les fiches références. Ah, il manque un 3 là-haut. Fiche référence 3, donc. Donc, on a vu les partenaires, comme dans les autres ateliers, ont beaucoup parlé entre eux d'abord pour échanger. On s'est répartis entre corps. Et du coup, il y avait différents services sur différentes missions, mais sur des problématiques généralement communes. Où on se retrouvait à se dire, est-ce que tu fais ci, ça, etc. Voilà. Alors, on a travaillé sur les fiches de poste, sur les fiches références, en demandant qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on améliore. Et beaucoup de se poser la question de est-ce que, par exemple, la visio, qui n'est pas visible sur le référence 3, doit être intégrée. Les questions qui se posaient vis-à-vis de ça, c'est est-ce qu'on doit intégrer dans le cadre d'une fiche référence des choses qui on fait par habitude, mais qui ne dépendent peut-être pas forcément de nos métiers? Est-ce qu'on doit faire ajouter aux fiches références des choses qu'on fait en tant que tech, mais qui ne devraient pas être faites par un tech, par exemple? Et donc, à ce moment-là, il fallait faire absolument sanctuariser le fait qu'il y ait une progression de carrière. Que la remarque générale, c'est qu'évidemment, on avait tous des missions qui allaient au-delà de notre fiche référence, donc voilà, sur le poste sur lequel on était. Voilà, et enfin, donc pour un référence 4, pour voir auprès des ministères, et avant de travailler sur les fiches de poste, c'est mieux quand j'ai pas
le VP dans la gueule. C'est retrouver un équilibre entre les deux dernières références, le 2 et le 3. Le 3 et le 2 et le 3. C'est-à-dire qu'on est passé où il y avait beaucoup de fiches de référence à finalement une seule. Et dans la majorité des groupes de travail, ils se disaient il faudrait quand même séparer ce qu'il y a entre la production et l'infrastructure. Parce qu'on demande, actuellement sur les fiches références, on demande beaucoup trop de choses et c'est un peu difficile sur un concours. Et après, les fiches de poste, elles s'en ressentent aussi. Des fois, on demande un peu de tout à tout le monde. Donc ça dépend. Mais ça, ce sera un deuxième travail dans un deuxième temps, de faire des fiches de poste qui se basent aussi sur ce qui a été fait par l'atelier de GT sur la typologie de production, de voir un peu quel type de fiche de poste on peut décliner à partir de ces idées de fiches références. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce qu'on lance des questions? Est-ce qu'on conclut? On dit c'est bon, maintenant vous partez? Ok. Oui, je vais faire un petit erratum par rapport à la conférence, à la table ronde pod d'hier. Ouais, j'ai oublié de parler de Canalu. Et je tiens à m'en excuser, et qui est une plateforme utilisée dans le monde universitaire aussi et qui aurait dû être dans le sondage. On aurait pu en parler. Voilà, c'est rectifié. Je me suis fait avoir. Ouais. Là, je viens de me faire avoir. Là. Eh bien, rapidement, est-ce que vous avez des questions par rapport aux tables rondes? Oui. Donc, ouais. On est dans le comité de pilotage de Canalu, je l'ai dit. Voilà. L'ancien, hein, pas nous. On s'est compris. Des questions? 1, 2, 3. Non. Eh bien, merci à vous, merci à tous les partenaires. Et on se rejoint l'année prochaine pour un seul événement Anstia dans l'année, mais encore plus gros, avec des goodies, des IFIS. Voilà. Donc, on aura des nouvelles là-dessus courant année universitaire prochaine. Et merci Olivier, Sorbonne. Ouais, merci à tous les partenaires. Merci à vous d'être venus. Merci à Sorbonne Nouvelle, Olivier, Jean-Christophe, Jean-Sébastien, toute l'équipe technique derrière la régie qui nous éblouissent, et Stuart McClellan. Dernière chose, il y aura dans quelques mois un nouveau CA, des gens qui vont se représenter, des gens qui ne se représenteront pas. On a cruellement besoin d'audiovisualistes aussi au sein de l'Anstia. Donc n'hésitez pas si vous avez à y penser. Les IP qui nous regardent, les ingénieurs pédagogiques feront leur travail auprès de leurs adhérents, mais c'est important de pouvoir s'engager dans l'association parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. On vous remercie et à très vite. Et pensez juste à laisser vos badges et n'applaudissez pas tout de suite. Les badges et tours de cou éventuellement si on porte badge, tout ça, juste à l'entrée. Parce que comme on est RSE, on récupère pour la prochaine. Et puis merci à vous quand même, parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible. À bientôt.